Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Thermo Fisher Scientific, une entreprise qui opère dans l'industrie des sciences de la vie, des outils, donc plutôt biologie et services en biologie, pharmacie. Donc on n'est pas vraiment dans les laboratoires pharmaceutiques, mais plutôt on va dire dans le paramédical, équipements médicaux. Donc ça présente quand même un peu moins de risque que les sociétés, plutôt les laboratoires pharmaceutiques. Alors on voit que le cours de l'action, il a quand même pas mal stagné depuis 2021, et là on semble sortir par le bas d'une sorte de range. Donc est-ce que le dossier, la qualité du dossier s'est complètement dégradée? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est intéressant de rentrer sur cette action, en tout cas de commencer à la creuser? On va regarder ça ensemble. On a une croissance du chiffre d'affaires médiane de 11% sur 10 ans, ce qui est un niveau soutenu de croissance. En 2024, on a publié un chiffre d'affaires qui était en stagnation. On a eu 42 milliards d'acquisitions à peu près sur 10 ans, donc c'est une société qui fait de la croissance organique aussi bien que de la croissance externe. En plus, la croissance externe représente quand même une bonne partie de la capitalisation boursière, donc c'est quand même significatif sur la période écoulée. On continue avec les taux de marge de l'entreprise. On va se trouver sur un taux de marge qui a complètement décroché depuis 2022. Donc ça, vous avez la période pandémique, c'est le genre d'acteur qui a profité de cette période un peu particulière. Depuis, le taux de marge brut a quand même décroché, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, est resté proche de la médiane après avoir bien sûr profité de cette période-là pour monter l'efficience opérationnelle, en tout cas pour suivre bien l'évolution des prix, mais on a réussi à compenser ensuite la chute du taux de marge brut avec de l'efficience opérationnelle, vous voyez ça, puisque on revient sur la médiane d'un taux de marge d'EBITDA alors que le taux de marge brut, lui, est passé en dessous. Donc ici on a compensé avec de l'efficience opérationnelle, donc c'est excellent. Le taux de marge net, pareil, reste bien parallèle au taux de marge d'EBITDA, donc on a maintenu l'efficience financière et fiscale. On est à 15% de taux de marge net, ce qui est un niveau relativement élevé. Donc bon petit dossier d'un point de vue qualitatif, en tout cas, d'un point de vue qualité des marges. Maintenant on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Comme d'habitude, pourquoi? On va regarder d'abord si le BFR évolue favorablement ou défavorablement. Il a évolué défavorablement sur la période, 17,4 milliards. Donc ça, normalement, ça devrait baisser les free cash flow. Ça baisse les cash flows opérationnels, et à dépenses en capital constante, ça doit baisser les free cash flow. Donc continuons. On regarde les capex par rapport aux dépréciations amortissements. On a quasiment le double de capex par rapport aux dépréciations amortissements. C'est-à-dire qu'on continue à investir massivement dans l'appareil productif. Donc ça également, ça devrait faire baisser les free cash flow. Mais il doit y avoir des other non-cash items. On en a pour 9 milliards ici. Bon, si vous faites la somme de tout ça, le différentiel, vous ne retrouvez pas les calages. Donc je vous invite à aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre d'où vient le décalage entre les free cash flow et les bénéfices nets. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flows, ce qui représente mieux ce que gagne réellement la société, en tout cas mieux que le bénéfice net. On continue avec la rentabilité opérationnelle, avec le rendement des capitaux investis. On est à 8% en médiane, et sur la dernière publication, on est à 8,4%, donc on arrive à maintenir une bonne efficience opérationnelle. À mon avis, cette période-là, il faut pas en tenir compte, puisque la société a bien profité de la période pandémique pour augmenter sa rentabilité opérationnelle, à mon avis, sans trop faire d'efforts. Maintenant, c'est retour à la réalité, mais on réussit à être légèrement au-dessus de la période pré-pandémique, donc c'est quand même pas mal. Bonne, on va dire, rentabilité opérationnelle convenable. Pour les Américains, pour moi, le niveau correct, qui est plutôt bon, ça serait au-dessus de 10. Pour une européenne, ça serait au-dessus de 7, parce qu'on rappelle que le rendement des capitaux investis, au numérateur, on a les profits opérationnels après taxes. Les taxes sont plus élevées en Europe, donc c'est pour ça qu'on peut se donner un peu plus de marge. Ici, on va dire que entre 8 et 10, ça reste convenable. Ensuite, on va aller regarder l'endettement de la société. Alors, on a quand même un peu de dette. On n'est pas à 3 fois l'EBITDA en dette nette, mais on est à 2,5, à peu près, un peu plus que 2,5. Donc c'est un bilan qui est un peu lourd. On voit qu'on a vu que la société faisait pas mal d'acquisitions. Donc cette dette, elle vient, à mon avis, principalement des acquisitions. Elle vient aussi du fait que, c'est principalement les acquisitions, à mon avis. Donc ensuite, on a les free cash flow on est endetté à 4 fois, un peu plus de 4 fois les free cash flow. Bon, c'est un niveau qui est relativement élevé. Il faudrait que
management priorise le désendettement sur ce groupe, sur ce bilan, pour le rendre un peu plus solide. Ensuite, on regarde la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende qui est en augmentation constante depuis 2018. Donc ça, c'est plutôt bon pour les amateurs des dividendes croissants. On est sur un rendement du dividende qui est pas très élevé. Si on prend le rendement total de l'actionnaire, on a 2,77%, mais ça inclut des rachats d'actions. Depuis 2019, le nombre d'actions en circulation a diminué, donc ça c'est bien. Est-ce que ce niveau de rémunération de l'actionnaire est soutenable? Je le pense, puisqu'on est à même pas un dixième des free cash flow versés en dividende, donc très soutenable, ça va même pouvoir augmenter. Après, il est préférable d'augmenter les rachats d'actions par rapport aux dividendes, tout dépend de votre profil, mais d'un point de vue fiscal, c'est plus efficient d'avoir des rachats d'actions que du dividende. Maintenant, si vous êtes en phase de rente, évidemment, c'est plus intéressant d'avoir du dividende pour pouvoir vivre dessus. Mais si vous êtes plutôt en phase d'accumulation, les rachats d'actions sont plus intéressants pour vous. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quand même, on va dire, convenable. C'est pas un niveau qui est exceptionnel en rendement de l'actionnaire, c'est un niveau qui est convenable et qui est soutenable, surtout. C'est ça le principal. Ensuite, on va regarder la valorisation. On a un peu de dette, donc on va se mettre en VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, on a face à nous un dossier de croissance. Donc ça, c'est pas le type de dossier que j'affectionne particulièrement. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que sur la période, sur 10 ans, la médiane de valorisation de valeur d'entreprise sur EBITDA est à 19,4. On a, à l'heure actuelle, une décote, puisqu'on est à 17,2 sur les 12 derniers mois. Donc on a 15-20% de décote sur le dossier. Donc ça apporte de la marge de sécurité. Comme ça, un dossier de croissance, le multiple dans l'absolu quand même élevé, mais en relatif, il est plus bas que dans l'historique. Si on regarde les projections des analystes, chose que je ne regarde jamais pour mes investissements personnels, bon, là pareil, on est décoté par rapport à l'EBITDA estimé pour les 12 prochains mois. Donc, conclusion du dossier Thermo Fisher Scientific, je pense que le niveau actuel est intéressant. Donc, qu'est-ce que joue le marché pour faire baisser le cours comme ça? Est-ce qu'il joue un ralentissement fort de la croissance? Peut-être. Maintenant, par rapport à l'historique, vous avez une décote, une petite marge de sécurité. Donc, je vous invite à aller creuser plus en détail ce dossier si vous êtes intéressé, parce que quantitativement, c'est intéressant. Et donc, faites vos propres recherches sur le dossier pour voir si ça vous convient. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!